Nous allons passer à un deuxième temps, c'est au fond les gauches dans le rapport de force inéquitable de ce chamboule-tout à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire à l'Assemblée nationale? Nous sommes avec 3 députés ES pour un peu rétablir la parité dans ce débat qui était un peu trop masculin ce soir, avec donc Clémentine Autain, vous êtes élue de Seine-Saint-Denis pour la France insoumise, et donc on va confronter votre regard à celui en face de vous d'Elsa Faucillon. Vous êtes élue des Hauts-de-Seine pour le Parti communiste français, et puis toutes les deux vous étiez élues récemment, donc en 2017, et nous a rejoint dans ce trio Cécile Untermaier, qui, elle, est élue depuis 2012 pour le Parti socialiste. Donc, les gauches sont là devant nous. Alors, notre première question, après, avec Manuel, on va passer de l'une à l'autre, mais une question pour vous toutes. Ces gauches, c'est 65 députés sur 577 au total, et en face, 314 députés du groupe En Marche. À quoi vous servez? Qu'est-ce que vous arrivez à faire dans ce système institutionnel où le fait présidentiel, qui est appelé fait majoritaire, prime? À quoi vous arrivez? Qui veut commencer la première à répondre à cette question? Je veux bien. Bon. Déjà, peut-être le formuler comme ça, et je pense que ça a été aussi un argument, mais aussi une conviction de la campagne de second tour. Moi, j'étais face à une candidate de Macron dans ma circonscription au second tour, avec l'idée importante et qu'à son sens aujourd'hui, celle de faire vivre la pluralité, celle de faire vivre la démocratie et de ne pas laisser effectivement les pleins pouvoirs à Macron. Et ça fait partie des arguments effectivement qui ont été ceux de cette campagne de second tour et qui me guident aussi et qui guident, je crois, mon groupe au jour le jour. Et puis évidemment, ce n'est pas nouveau pour les groupes d'opposition et particulièrement pour des groupes d'opposition à gauche et très à gauche, l'idée de résister. Et nous essayons d'y mettre, je crois, beaucoup d'énergie, beaucoup de pugnacité. On est évidemment dans une nécessité à décupler nos forces. On y reviendra certainement, mais aussi à les démultiplier dans le rassemblement. Mais je crois qu'on ne démérite pas. Après, on va continuer à discuter. Mais en tout cas, ce rôle de résistance, je crois qu'on le tient... On y met du cœur, on y met de l'énergie et on essaye aussi d'y mettre de l'audace, mais j'y reviendrai. Qui veut continuer? Bon, Clémentine Autain, et puis après on va voir l'expérience de celle qui a une plus longue durée. Une autre expérience. Allez-y. Au moment où l'Assemblée s'est constituée, cette nouvelle Assemblée, moi ce qui m'a frappée, c'est à quel point elle n'est pas à l'image des rapports de force politiques dans la société. Donc moi j'ai d'abord envie de dire qu'il est vraiment temps, quand on regarde cette Assemblée nationale, de penser une 6e République, parce que notre nombre... lui-même et la façon dont les débats ont aujourd'hui lieu, et d'ailleurs la façon aussi dont Emmanuel Macron considère le Parlement comme quelque chose de très secondaire, de très marginal, je trouve qu'il y a lieu d'abord d'avoir une remarque sur le caractère peu démocratique de cette Assemblée parlementaire. Pour autant, depuis qu'on y est, moi j'ai l'impression que nous avons su faire entendre notre voix, et aussi parce qu'on avait la responsabilité, quand on a fait... Avec Jean-Luc Mélenchon, et Elsa Faucillon soutenait aussi Jean-Luc Mélenchon, 19,5% la présidentielle, et qu'on se retrouve dans ce rapport de force difficile, à peu de députés, on a une responsabilité à faire caisse de résonance et à tenir tête. Et depuis juin dernier, je crois qu'on a quand même réussi à marquer l'espace politique, y compris de l'Assemblée. Et l'une de nos forces a été de sortir... notre expression dans l'Assemblée nationale de l'Assemblée. De ce point de vue, les réseaux sociaux ont été incroyables. Parce que d'un seul coup, quand Alexis Corbière vient avec ses paquets de pâtes pour dire ce que signifie 5 € concrètement dans la vie, qui sont les 5 € que le gouvernement veut enlever aux APL, il pose un acte qui est un acte moderne d'une certaine manière et qui permet de donner à voir notre bataille politique. Et notre présence très forte sur tous les textes, elle est aussi liée à notre cohérence politique face à Macron. Parce que dans l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, le Parti socialiste, je laisse au Parti socialiste le soin de dire quelle est son activité, mais je dirais qu'on n'a pas eu le sentiment, en tout cas depuis 6 mois, qu'ils étaient aux premières loges pour tenir tête à Emmanuel Macron, puisque dès le démarrage, un groupe, 3 votes, pour ce qui est de la motion de confiance, donc forcément ça rend le démarrage un petit peu compliqué. La droite
est évidemment déboussolée, parce que quand vous avez un gouvernement qui ose réformer l'ISF, faire la taxe flat, enfin tant de choses que Nicolas Sarkozy n'a même pas réussi à faire et qui lui empruntent donc ses idées, forcément, elle est aussi démonétisée. Et on se rend compte, comme le Front National est pas en bonne forme et très peu présent à l'Assemblée, on se rend compte que face à Emmanuel Macron, cette grande majorité, ceux qui tiennent tête par la cohérence politique alternative, nous voulons combattre le libéralisme économique et promouvoir un monde où il existe davantage de liberté et de démocratie. C'est une toute autre cohérence face à Emmanuel Macron et on tient tête comme opposant mais aussi comme proposant. Alors Cécile Untermaier, votre cas est un peu particulier parce que vous vous retrouvez donc dans ce groupe socialiste qui est assez partagé, avec en face de vous parlant pour les relations du gouvernement avec le Parlement, pour exprimer le groupe En Marche des anciens camarades de votre parti socialiste. Alors, comment on s'oppose dans ce cas-là? Vous retrouvez doublement minoritaire, encore plus embarrassé? Je pense qu'effectivement, la situation est compliquée. On a subi un tsunami, parce que les 314, on se souvient qu'on était 310. Et on se retrouve 310 socialistes, et on se retrouve 31. Donc c'est une décimation au sens propre du terme qu'on a connu. Et on ne s'en remet pas comme ça. Et je crois qu'effectivement, ce temps d'attente que vous constatez, eh bien, il est là pour nous permettre de nous reconstruire. Pour retravailler, le nous, c'est les socialistes. Les socialistes, pour retravailler ensemble, pour réaffirmer effectivement ensemble nos valeurs et nos cohérences, qui ne sont pas toujours évidentes, on l'a vu sur Notre-Dame-des-Landes aujourd'hui, mais nous sommes des socialistes, voilà, et avec la volonté d'une opposition, bien sûr, mais non pas une opposition à une majorité, mais une opposition à des projets qui portent des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Je crois que nous avons cette exigence de travailler les textes et au regard des textes, de déceler dans les textes ce qui convient et ce qui ne convient pas. Voilà, on a ce travail d'analyse, on le fait. Je pense que nous arrivons par certains moments à réussir des avancées, à empêcher une dérive trop forte, à rappeler que libérer peut-être un peu, mais qu'il faut très certainement aussi réguler et protéger. Juste pour que la suite du débat soit claire pour tout le monde, on voit bien, c'était bien dit par Clémentine Autain et par Elsa Foussillon, le positionnement de France Insoumise et du Parti communiste qui ont soutenu le même candidat à la présidentielle au second tour, Jean-Luc Mélenchon. Comment définiriez-vous, vous, la position du groupe socialiste aujourd'hui face à ce pouvoir? Et votre différence par rapport à L2? Je pense qu'on est dans des situations différentes parce que vous arrivez en vainqueur, quelque sorte. Vous arrivez victorieux de quelque chose, quand même. Tandis que nous arrivons décimés par quelque chose. Donc le comportement n'est pas du tout le même. Alors comment on se positionne? Je pense que déjà, on se positionne, il faut qu'on se repositionne. Ils ont gagné d'être les opposants. Oui. Et vous êtes... Ils ont gagné d'être les opposants, ils n'étaient pas là. Nous, on est là, mais on est beaucoup moins. Enfin, on est divisé par 10. Donc, et vous avez en face de vous d'anciens camarades passés de l'autre côté. Et on a en face de nous d'anciens camarades avec qui ça a été extrêmement difficile, parce que ce sont des blessures aussi, parce que ce sont des gens qu'on aimait, avec qui on a travaillé, et puis qui sont passés de l'autre côté. Et nous, on n'est pas passés de l'autre côté. Donc ça a été difficile, mais d'un autre côté aussi, on arrive à rediscuter, parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de comprendre pourquoi on est allé de l'autre côté. Et comment, maintenant, finalement, on a envie de revenir vers nous. On a une histoire commune, on ne peut pas non plus la balayer au nom d'une idéologie qui dirait on est dans l'opposition et on ne vous regarde pas. Ce n'est pas comme ça dans la vie. Et au Parlement, ce n'est pas comme ça non plus. On se parle entre nous. On parle avec les députés de la majorité. On parle bien évidemment avec vous parce qu'on est proches, on est voisins. Et on a quand même des combats communs, on a fait des recours communs. On est, vous ne les avez pas faits avec les Républicains. Donc, sachons quand même raison garder. Vous passez le recours sur la loi travail. Voilà, vous avez saisi le Conseil constitutionnel, les trois groupes. On a saisi, ça n'a pas été simple, mais on a quand même saisi ensemble le Conseil constitutionnel. Donc, je veux dire, à partir de là, on peut considérer que nous sommes dans une opposition. Mais cette opposition, si vous voulez, elle est fragilisée, sans doute, à raison de ce qu'au sein de ce groupe, eh bien, il faut que nous nous reconstruisions. Vous êtes sur une lancée, vous êtes dans un train et vous avancez. Nous, on est débarqués d'un accident et on pense les plaies. Voilà, je pense où on en est actuellement. Et si on n'est pas plus
vindicatif actuellement, c'est que je pense qu'il faut qu'on se reconstruise et qu'on aille vers les autres une fois qu'on saura vraiment qui on est. Et pour vous, c'est l'étape, c'est le congrès socialiste d'avril? Même pas. Même pas. Bon. Même pas. Non, si c'était ça, on serait déjà reconstruit. Ce serait simple, voilà. Ouais. Ah, Manuel. Et Louis parlait de la saisine du Conseil constitutionnel après la loi d'habilitation pour réformer le Code du travail par ordonnance, qui a été saisie donc par les 3 groupes d'opposition. Pour revenir à cette période-là, on a vu très très vite entre la France insoumise et le groupe communiste une espèce de complémentarité sur les bancs, comme si vous étiez partagé la parole pour lutter contre ce projet de loi qui marquait déjà le début de quinquennat. Comment vous travaillez ensemble? Est-ce que vous travaillez ensemble? Comment? Il a été question à un moment de mettre en place une espèce de comité de liaison qui, semble-t-il, n'a pas vu le jour. Pour quelles raisons? Voilà, quelle est la stratégie ou est-ce qu'il y a une stratégie commune où vous êtes chacun dans votre groupe et suivant les sujets, vous vous retrouvez pour le travail législatif et pourquoi pas porter la même parole politique? Qui c'est qui y va? Je suis toujours partante sur ce sujet. Vas-y, moi aussi, mais vas-y. Ce qu'on constate, c'est qu'en effet, face à Emmanuel Macron, il n'y a pas d'hésitation entre ce que racontent les députés de la France insoumise et ceux du Parti communiste français, c'est totalement convergent. Et on s'applaudit les uns les autres. Et c'est pas. En fait, il y a une complémentarité de fait. C'est d'un seul coup, il y en a un qui prend la parole et l'autre de l'autre groupe la prend et complète. Et on s'applaudit les uns les autres parce qu'on a un ennemi commun et une cohérence quand même sur le fond qui est extrêmement proche, mais plus que proche. Enfin, je veux dire, c'est pas un hasard si, encore une fois, on a soutenu le même candidat à la présidentielle. Alors après, il y a eu des blessures pendant les élections législatives, précédemment dans le front de gauche. Il faudrait refaire toute l'histoire qui a créé des césures qui sont des vraies césures. Une gauche qui précédait la France insoumise, tout à fait, rassemblait plusieurs et qui a laissé des plaies. Voilà. Très honnêtement, au sein de l'Assemblée nationale, c'est pas l'endroit où on les voit. C'est-à-dire qu'on a plaisir les uns les autres, je crois, à travailler ensemble. Il y a une entente qui est très cordiale. Je ne sens pas de compétition, de choses désagréables. C'est pas dans le cadre de l'Assemblée que ça se manifeste, mais peut-être aussi parce qu'on est ramené à un rapport de force qui nous rend peut-être plus, je sais pas, plus solidaire. Plus solidaire, plus logique, plus cohérent. Et en tout cas, moi, j'ai plaisir à ce fait que nous sachions travailler ensemble et voter effectivement ensemble de fait et s'applaudir les uns les autres et ne pas être en convergence. Je le constate à l'Assemblée nationale. Mais est-ce que ça se traduit aussi dans le travail législatif propre, c'est-à-dire sur la rédaction des amendements, sur un partage du travail à ce niveau-là presque? En fait, déjà pour revenir sur la question initiale qui nous est posée à toutes les deux, c'est vrai qu'il y a une sorte d'évidence qui s'est faite automatiquement. Rappelons quand même qu'on est à la France insoumise, au Parti communiste, des militants qui se croisons, militons ensemble, se connaissons, étant amis parfois depuis un certain nombre d'années. Donc on se serre les coudes. Et ce qui est vrai, c'est que, étant si peu face à beaucoup, il y a cette idée de se retrouver et de se serrer les coudes. De vous interrompre sur les blessures passées. Vous aviez aux législatives une candidate ou un candidat de la France insoumise? Un candidat de la France insoumise face à moi. Donc cette unité que vous pratiquez là, elle n'était pas au rendez-vous du succès présidentiel. C'est vrai, mais c'est pas... bien sûr que ça laisse des traces. La rancœur ne me guide pas dans mes choix politiques, dans la construction d'une opposition, d'une résistance, et même, je l'espère, d'une construction à gauche. Ça ne peut pas être les rancœurs. L'histoire de la vie politique à gauche, elle est faite de beaucoup, à un moment, parfois de rupture, de recomposition, de recherche. Et je crois que si on est guidé par les rancœurs, on plie les armes et cette résistance, cette opposition, cette construction ne peut exister. Donc ce n'est pas celle qui me guide. Et de fait, je ne me retrouve pas avec mon adversaire à l'Assemblée nationale, celui qui était sur ma circonscription. Donc ça aide aussi. Je me retrouve avec des députés avec qui j'ai milité. Je me suis retrouvée à tellement nombreux rassemblements, et y compris, il y a des députés avec qui j'animais le Front de gauche dans mon département, avec qui aujourd'hui on appartient à 2 groupes. Ça se traduit, et du coup le travail, il se fait aussi par cette évidence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment besoin
de faire des réunions à n'en plus finir comme les élus en ont l'habitude. On le fait par des discussions cordiales, amicales, travailleuses aussi. On est ensemble dans les commissions, parce que ça se déroule aussi le travail parlementaire beaucoup par commission. Moi, je suis avec une députée communiste, Marie-Georges Buffet, dans ma commission, avec 2 députés de France Insoumise, et nous travaillons à chaque fois essayer de travailler en complémentarité. Pour de vrai, c'est comme ça que ça se fait. Après, j'aimerais évidemment que ça aille plus loin. Un groupe de liaison, pourquoi il n'a pas vu le jour? Parce qu'en fait, on en a... Alors de manière informelle? Oui, en fait, de manière... Moi, on n'est pas toujours dans les cuisines, nous, de l'Assemblée. Non, soyons clairs. Moi, j'ai été candidate soutenue par la France Insoumise et le Parti communiste, avec des militants communistes dans ma circonscription, vraiment, qui ont fait ma campagne. Vous avez succédé à un député communiste. Un député qui était dans le groupe GDR, tout à fait. Et donc, je dois dire qu'au démarrage, moi, j'espérais qu'il y aurait un groupe commun. Je souhaitais qu'il y ait un groupe commun. Ça a très vite été impossible. Je le regrette. À cause de qui? De quoi? Écoutez, moi, je peux raconter que ma propre expérience, mais je ne sais pas si elle est passionnante. Nous étions quelques-uns, d'ailleurs, avec François Ruffin, qui était aussi soutenu par et la France Insoumise et le Parti communiste français, et aussi Stéphane Peu, qui était... Donc, le lundi, on est allé au groupe de la France Insoumise parce qu'on était invité et que c'était le lundi que se tenait la réunion. Et on s'attendait le mardi à être invité à la réunion du groupe GDR pour aller plaider pour la même chose, qu'on voulait un groupe commun. Bon. Il se trouve que le mardi, nous n'avons pas été invités par André Chassaigne à venir à cette réunion et que l'affaire s'est jouée en 48 heures. Et voilà, moi, je me suis retrouvée dans le groupe de la France Insoumise. Très honnêtement, je m'y sens... Il ne faut pas raconter de salade, je m'y sens à l'aise. Je pense que c'est un groupe de renouvellement, de niaque, dans lequel je me sens vraiment bien. Très honnêtement. Vous avez même rejoint vous-même la France Insoumise. De fait, le député de la groupe, vous savez, c'est les députés de la France Insoumise est un mouvement. Voilà. En tant que député de la France Insoumise, voilà, je suis en effet allée à la convention. Je me sens partie prenante de cette mouvance et en même temps, je me sens totalement, comment vous dire, proche d'Elsa Faucillon pas simplement parce qu'on s'aime beaucoup, mais aussi parce qu'on partage les combats. Et moi, j'ai mis sur ma carte de vœux cette phrase que j'aime beaucoup d'Angela Davis, qui est les murs renversés deviennent des ponts. Et donc, je crois que les murs renversés deviennent des ponts. Mais une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas non plus passer très vite outre des questions politiques, stratégiques, qui sont réelles. Et je crois qu'il faut avoir la volonté du rassemblement, de la convergence, sans pour autant escamoter ou faire comme s'il n'y avait pas d'enjeux stratégiques ou de questions stratégiques qui se sont posées et qui continuent de se poser pour empêcher sans doute des rassemblements plus larges. Et pour avoir été une militante acharnée du rassemblement de type... comment vous dire, faire converger les forces existantes. Hein. J'ai beaucoup milité pour cela, de telle sorte qu'on puisse avoir le Parti communiste avec ce qui était autrefois le Parti de gauche, peut-être une partie d'Europe Écologie Les Verts. Aujourd'hui, il y a le mouvement de génération, je dirais, mais aussi, pourquoi pas, le mouvement de génération. Et on se rend compte, je me suis rendu compte que cette méthode, en tout cas, n'avait pas produit ses effets dans la période précédente. Et il y a eu cet événement... Parce que c'est un événement qui s'est produit avec les Insoumis, une irruption d'un mouvement qui n'était pas le rassemblement de partis de formation constitués, mais qui mettait quelque part le neuf en avant. Alors, il y a un neuf en avant, il y a quelque chose qui se constitue. Pour autant, moi, je ne suis pas pour balayer d'un trait de plume l'histoire, les traditions, les formations existantes. Et on est dans ce moment à savoir comment on articule les corps intermédiaires, des forces qui ont existé et... le mouvement tel qu'il avance. Et je crois qu'on ne refera pas des solutions telles qu'elles ont existé par le passé. Oui, je crois que pendant la présidentielle, le talent de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise a été de capter cette idée que dans la société, dans le monde, tout appelle à une rupture, à du neuf, mais à une rupture avec la société actuelle, avec le monde tel qu'il est, et à créer du neuf. Et que c'était à toutes les échelles, et je trouve que ça a été un talent effectivement important. Aujourd'hui, une fois l'élection passée, Macron est élu, et pour une part, il a aussi saisi cette idée de rupture, même si on pourra rediscuter après du fait que c'est fourbi de vieilles recettes, mais en tout cas, il y avait cette idée de rupture qui était présente dans la campagne. Mais aujourd'hui, pour la gauche, que fait-on une fois Emmanuel Macron, une fois avoir dit qu'on faisait cette opposition et qu'on essayait de la faire bien, et je crois qu'on le fait, mais on a cette question qui reste devant nous.
C'est comment on construit une alternative sans œillères, avec un esprit critique, avec cette idée de conflictualité positive, parce qu'effectivement, les questions sont complexes. La gauche, le peuple, la mondialisation, le populisme de gauche, tout ça, c'est des questions qui demandent d'aller, pas seulement au consensus, mais au fond des débats, dans de la conflictualité, dans de la construction ensemble. Et moi, ce que je souhaitais effectivement qu'il y ait un groupe commun, ça n'a pas pu se faire et je me sens très bien dans mon groupe également. Mais aujourd'hui, si seulement, à minima, le fait que nous arrivions à discuter et même à construire ensemble, ça pouvait être un laboratoire et un moteur, en trouvant des formes nouvelles, parce que je ne crois pas non plus à l'idée qu'on puisse reconstruire un rassemblement tel qu'il a été construit de type union de la gauche en accolant des choses, mais au moins qu'on puisse, avec ce qu'il y a là, travailler en laboratoire d'idées, en laboratoire de rassemblement. En tout cas, c'est le vœu que, s'il faut en faire un pour 2018. Manuel a une question, je crois, pour Cécile. Clémentine Autain parlait de ponts. Alors, quels ponts peuvent être construits ou peuvent être commencés peut-être à être construits? Je voulais juste... J'ai regardé un peu les votes de vos groupes personnels et de vos groupes depuis le début de la législature. En fait, vous avez voté quasiment de la même façon hein, sur les grands textes, en vous y opposant, sauf sur le projet de loi sur la sécurité de la lutte sur le terrorisme. Le passage dans le droit commun de l'état d'urgence. Est-ce que ça, par exemple, c'est un sujet qui ne peut pas vous rassembler? Voilà, c'est un point de rupture. Et il y a d'autres sujets sur le travail législatif qui ne peut pas vous rassembler. Et est-ce que, voilà, il y a ce sujet-là? Et puis, quels sont les autres sur lesquels, peut-être, il y a non pas une gauche plurielle ou un rassemblement de gauche, mais peut-être des convergences qui peuvent se construire pour lutter contre la politique gouvernementale? Je vais vous répondre, mais avant, je voudrais parler aussi des élections présidentielles et les législatives. Et les législatives, dans mon arrondissement, j'avais... Vous êtes en Saône-et-Loire. Je suis en Saône-et-Loire, dans l'ancienne circonscription d'Arnaud-Montebourg, avec une France insoumise en face de moi, que nous avons souhaité rencontrer et que nous n'avons jamais pu rencontrer, et qui, chaque fois que nous souhaitions la rencontrer, nous disait « de toute façon, c'est pas la peine, je vais gagner ». Et en face, nous avions le Parti communiste avec lequel nous nourrissions d'excellentes relations et qui m'ont beaucoup aidé. Donc, vous voyez, c'est pas si simple que ça, ce qui se passe à l'Assemblée et ce qui se passe aussi dans les territoires. Et il y a des ponts qui se font avec certains dans les territoires qui se font peut-être plus difficilement à l'Assemblée nationale. Mais ce qui veut bien dire qu'on arrivait au niveau du territoire, sur des valeurs communes, à se retrouver. Et en revanche, dans un comportement que moi j'ai considéré indigne, dans un comportement différent, une candidate qui ne représente pas la France insoumise en tant que telle, mais enfin c'était quand même la candidate de France insoumise qui a refusé tout dialogue. Et de vous soutenir au second tour, c'est ce que vous voulez dire? Elle n'a pas soutenu au second tour, mais de toute façon on ne lui a même pas demandé, parce qu'en fait elle a fait 8%, on n'en avait pas besoin, et les communistes étaient ravis de me soutenir. Donc je veux dire, c'est pas si simple que ça. Voilà, c'était la première chose que je voulais dire. Sur les ponts, non mais... Parlons contenu. Quels sont les ponts possibles entre vous? Il y a des ponts. Les ponts, ce sont ceux que vous avez cités. Sur la sécurité, c'est vrai qu'on a eu une approche qui, à mon sens, était sans doute un peu trop, compréhensive par rapport à une situation compliquée. Compréhensive vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis du pouvoir et vis-à-vis d'un contexte. C'est vrai aussi que nous avions, pendant le précédent quinquennat, avancé dans des voies qui déjà étaient contestées par une certaine gauche, mais moi qui ne me gêne pas, parce que j'étais convaincue qu'il fallait aller dans cette voie-là. Alors, s'agissant de ce dispositif, c'est vrai, comme je l'ai déjà dit à mon groupe, il y a certains domaines dans lesquels j'aurais souhaité qu'on soit beaucoup plus strict.
je pense notamment au périmètre de protection, je pense aux fameux kilomètres, etc., aux rayons qui font de la France un lieu où le contrôle d'identité devient une banalité. Donc là, moi, j'ai réagi individuellement, mais après, on a une exigence de groupe. Je pense que vous aussi, vous rencontrez, j'espère quand même aussi que vous rencontrez de temps en temps des désaccords entre vous, et puis que vous vous ralliez à un groupe. Donc on s'est ralliés, on a fait ce choix-là, mais nous sommes extrêmement vigilants sur l'équilibre entre sécurité et liberté. Et je pense que là, on peut quand même, à un moment ou à un autre, se retrouver avec ceux qui veulent bien se retrouver avec nous. Parce que quand vous dites qu'il faut jeter les ponts, il faut avoir envie de les jeter et puis d'accueillir. Puisqu'on se pose quand même la question, c'est comment les gauches peuvent s'opposer. S'opposer au pouvoir actuel. Non, parce que là, on a l'impression qu'elles s'opposent entre elles. S'opposer entre elles. Notre question, c'est les gauches à l'Assemblée nationale. Et pour quand même foyer un peu cette question, quand même, sur cette question de la loi sécurité, le défenseur des droits, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, enfin bref, l'ensemble des connaisseurs de terrain ou intellectuels ou juristes disaient c'est un pas qui brutalise, abîme l'état de droit. Nous-mêmes, à Mediapart, nous nous sommes dit, quand même, comme disait François Mitterrand, quand on est dans l'opposition, on s'oppose. Donc nous, on se sommes dit, le Parti socialiste, avec sa trentaine de députés, etc., il n'a pas le choix, il va s'opposer. Il suffit qu'ils disent, écoutez, nous, on ne peut pas voter. Il y a la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui unanimement dit ça. Il y a le défenseur des droits qui unanimement dit ça. Et vous ne le faites pas. Je dis ça parce que... y compris certains départs qui ont rejoint Génération, se sont faits du Parti socialiste, se sont faits là-dessus. Certains ont dit, mais attendez, c'est pas possible. Même ça, même là, le Parti socialiste n'arrive pas à s'opposer. Je vous pose la question. On assume effectivement ce choix qu'on a fait en termes de sécurité, d'aller sans doute à un moment donné dans un dispositif plus sécuritaire, en sachant néanmoins que les libertés publiques n'étaient pas en danger, contrairement à ce qui a pu être dit à un moment ou à un autre par le défenseur des droits. La suite nous dira ce qu'il en est, Emmanuel. Bon, ce qui peut construire votre identité... on peut juste, pour être clair, vous jetez des ponts, les ponts, les passerelles, tout ce qu'on veut, mais... Déjà, le préalable, c'est de savoir où on se situe. Est-ce qu'on est en opposition à la politique gouvernementale ? Où est-ce qu'on est, comme j'ai entendu dans la bouche de certains députés socialistes, pour aider à construire, être constructif, alors c'est le terme de la droite, mais en tout cas, de faire réussir le quinquennat Macron. On a entendu cela dans la bouche de députés socialistes. Donc, j'ai trouvé votre prudence au démarrage de notre débat tout à fait bienvenue, parce que vous avez dit finalement, on a encore besoin d'un petit peu de temps. Donc, on ne peut évidemment construire des alliances qu'avec celles et ceux qui sont au clair sur leur ligne politique, sur peut-être aussi le bilan du dernier quinquennat, parce que... Alors, à ce moment-là, vous fermez la porte. Non, je dis juste que si on veut être propulsif, si on veut convaincre les Français qu'un autre chemin est possible, on ne peut le faire qu'avec celles et ceux qui sont décidés à s'opposer à ce gouvernement et à être au clair sur le bilan du précédent quinquennat qui, au nom de la gauche, a mené une politique clairement de droite. Ça, c'est le préalable. Et deuxièmement, en effet, d'être au clair sur le fait que l'état d'urgence ne peut pas être un projet de gauche, pour dire le mot de gauche, ne peut pas être un projet de gauche, et que vous avez commencé par ce point, c'était un peu votre question, mais que... Je ne sais pas comment dire, mais moi, ce qui me fait mal au cœur, vraiment, c'est ce sentiment qu'au Parti socialiste, il y a eu quelque part une forme de façon de se mouler dans les normes dominantes à peu près dans tous les domaines. C'est-à-dire que le candidat normal affiché par François Hollande s'est traduit par une normalisation totale de tout. C'est la normalisation avec évidemment le libéralisme économique, mais c'est aussi la normalisation dans tout ce qu'on entend sur la sécurité, sur des tonnes de sujets qui me semblent être... Sur la sécurité, si vous voulez, moi je suis à la commission des lois, je suis ancien magistrat, j'ai des convictions en matière de sécurité qui ne sont pas simplement des positions idéologiques disant... Allez-y. Non mais voilà, je pense qu'on peut...
les gauches, on peut être de gauche sans être la gauche de France Insoumise. On peut être de gauche, et moi ça je le revendique, quand on parle des gauches, on peut avoir un comportement à l'Assemblée qui est différent de celui de la France Insoumise. Ceci dit, moi je vous dis à la Commission des lois, où j'ai effectivement des parlementaires qui sont de la France Insoumise, nous travaillons très bien ensemble. Donc on a pas nécessairement une position commune sur certains amendements, parce qu'on ne partage pas nécessairement les convictions de la France Insoumise sur certains points, mais ça ne nous empêche pas de considérer que nous sommes dans l'opposition et que nous sommes extrêmement vigilants sur ces questions-là. Est-ce qu'on peut revenir au travail à l'Assemblée nationale, tout en actant ce débat parce qu'on voit bien, là on a situé un peu le paysage entre... Et il n'y a rien de péjoratif dans ce mot, une fonction tribunicienne d'opposition, ce que vous disiez, les réseaux sociaux, voilà, le buzz qui est fait, il y a ceux qui s'opposent. Vous avez dit très loyalement au début l'embarras, au-delà même des questions de ligne politique, l'embarras des grands blessés socialistes. Pour tous ceux qui ne sont pas habitués de l'intérieur à l'Assemblée nationale, en dehors de cette fonction tribunicienne, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Qu'est-ce que vous arrivez à faire? Expliquez-nous, par exemple, là, il y a le temps des niches parlementaires. C'est quoi les niches parlementaires? Est-ce que vous pouvez faire des amendements? Est-ce que des amendements sont discutés? Est-ce que vous avez, en tant qu'opposant, plus ou moins opposant, une marge véritable dans ce système? En clair, est-ce que c'est une démocratie délibérative qui a lieu à l'Assemblée nationale, ou simplement on marque des points oralement et la majorité, elle fait ce qu'elle veut? Vous noterez que la question de la marge, aujourd'hui sur les possibilités à gauche pour transformer le système, c'est une sacrée question, cette question de la marge. C'est une question européenne, c'est une question mondiale sur les possibilités de transformation à gauche. Elle se pose évidemment au sein de l'Assemblée nationale, mais pour répondre directement à la question, évidemment qu'on fait aussi des propositions, pas dans le but d'être constructif ou de faire réussir le mandat Macron, mais au travers d'amendements. Nos amendements, ils sont bien sûr des amendements souvent d'opposition pour supprimer une partie, mais ils sont des amendements qui essayent de mettre en lumière, en cohérence, les propositions que nous avons portées pendant la campagne, et puis qui sont aussi des propositions que nous portons en les travaillant avec des associations, avec des citoyens. Ce que je dis un tout petit mot aussi de ce qu'on essaie de faire vivre en tant que, on dit fonction tribunicienne, mais on essaie aussi d'avoir des expériences politiques dans nos circonscriptions ou en dehors de nos circonscriptions, de faire vivre des expériences politiques aux citoyens. Il y a diverses expériences, je pense aux caravanes de la France Insoumise, j'essaie d'avoir des ateliers législatifs, de travailler la délibération permanente. Vos électeurs vous proposent des propositions d'amendements, évidemment, on etc., essaie de travailler des choses, d'essayer de construire des expériences politiques avec les citoyens, de faire vivre la délibération permanente. Et je crois que c'est important aussi en tant que député, mais aussi en tant que militant de gauche et voulant construire à gauche, de les faire vivre ces expériences politiques, de faire vivre l'éducation populaire, de faire vivre la bataille ensemble, de faire vivre cette expérience et de revivifier aussi la pratique institutionnelle. Ça fait partie aussi du rôle, je crois, qu'on s'attribue. Et les niches, pour revenir à cette question, c'est le moyen de mettre en avant des propositions. C'est un temps qui est consacré à un groupe et sur lequel on met en avant des propositions de loi. Donc nous, on en a 5 qui sont mis en avant pour le groupe. Pour vous, ça sera début mars. Début mars. Donc c'est une journée pour expliquer. Ça sera exactement le 8 mars. Voilà, le donc 8 mars. La première PPL, effectivement, c'est évidemment l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Et effectivement, ça sera celle qui sera, je crois, pas du tout une proposition de loi d'affichage, mais avec l'idée d'aller jusqu'au bout et de consacrer et de poursuivre le débat et la libération folle de la parole qu'il y a en ce moment. Y compris d'avoir le soutien de députés En Marche sur une telle proposition. C'est ce qu'on recherche sur certains sujets, ça nous arrive. On va le faire et j'imagine qu'on y reviendra après, mais je pense que ce ne sera pas avec la même ampleur, mais on essaie aussi de travailler là-dessus, par exemple sur la loi Asile-Immigration, où on sent bien qu'il y a peut-être une petite marge en tout cas pour aller travailler. Mais j'y reviendrai. On a des propositions de loi qui concernent beaucoup la question des services publics. C'est celle certainement sur laquelle on se bat le plus. Donc transport scolaire gratuit, quelque chose contre la lutte sur les marchands de sommeil, sur les aidants familiaux. Dans le travail parlementaire, il y a ce qui se passe publiquement en séance qui est très visible, c'est-à-dire cette fonction tribunicienne qu'on essaie de bien tenir
Et je le dis, pour nous, ça a une importance. On tente en permanence de bien porter la voix de celles et ceux qui nous ont élus, de celles et ceux qui luttent. Et je peux vous dire, forcément, ça ne suffit pas. On est tout à fait lucide que ce n'est pas les députés France Insoumise, les députés communistes qui vont permettre de faire face à ce bulldozer Macron et de le faire tomber. On a cette conscience-là. En revanche, on a conscience aussi de notre responsabilité et de ce que ça crée comme élan et comme dynamique. Sur les marges, il est évident quand on est un groupe très minoritaire dans une assemblée majoritaire et qui porte un projet qui est totalement opposé à nos vues, les marges de manœuvre sont nécessairement difficiles. Alors nous, on mène une bataille de tranchées, de chiens, parce que nous émettons des amendements vraiment en nombre très important. Il faut reconnaître que peu ont grâce aux yeux de la majorité En Marche. Mais je le regrette. Ça, est-ce que vous avez été surprise parfois, même parfois sur des amendements? Le verrou de Bercy. Je vais vous donner un exemple. Le verrou de Bercy. Non, pas très technique. C'est pas technique. Le verrou de Bercy, c'est très simple. Ça a été au moment. C'est un des moments où on a pensé qu'on pouvait obtenir des choses. C'était sur cette loi sur la moralisation de la vie publique, qui portait pas forcément très bien son nom, et nous souhaitions que le verrou de Bercy saute. Le verrou de Bercy. Que la justice puisse poursuivre de manière indépendante des fraudeurs, alors que ce ne soit pas le fisc qui le verrou de Bercy, c'était simplement ça. Voilà. Et ça, je pensais quand même qu'avec cette nouvelle majorité, nous pensions que peut-être on aurait gain de cause. Nous aussi. On les a un peu ébranlés. Mais pour l'instant, en tout cas à ce stade-là, ils faisaient bloc. Et il s'agissait de ne pas donner une victoire à la France insoumise. Donc on va continuer notre travail et on ne désespère pas ici ou là de convaincre dans la majorité En Marche, qui est une majorité qui commence un peu à se fissurer, qui peut-être va... beaucoup viennent de la société, ce qu'on appelle la société civile, commencent à se poser des questions. Bon, peut-être qu'on va réussir à gagner ici ou là. Mais la marge fondamentale, en tout cas c'est notre rôle, c'est que d'abord nous proposons et nous travaillons à notre projet alternatif dans ce travail parlementaire. C'est une fonction tribunicienne et ce n'est pas rien. Donner cette voix à cette force politique et à cette parole contre le budget des riches, contre une politique qui est une politique liberticide, c'est important de donner de la voix. Et nous avons décidé également d'être des députés très présents dans les mobilisations sociales. Nous passons aussi notre temps à soutenir des salariés. Je pense par exemple là à Holiday Inn, des femmes qui, pas que, mais qui sont en grève depuis plus de 90 jours. Je ne sais pas où on en est maintenant. Les McDo, partout. On essaye d'être des députés qui aussi viennent en soutien des mobilisations sociales. Ce n'est pas rien. Donc dehors de l'Assemblée nationale, utiliser les réseaux sociaux pour faire connaître notre parole. Et c'est là où la fonction tribunicienne a pris quand même une dimension très différente par rapport à avant. Parce qu'on arrive à démultiplier notre parole. Et ça, je crois que c'est peut-être une marque de fabrique de cette candidature. D'ailleurs, heureusement qu'on l'a, parce que voyons, et peut-être que Cécile pourra le dire, mais par rapport au mandat précédent, tous ceux qui étaient là avant nous disent que l'écoute et même l'accord sur certains amendements qui pouvaient faire des consensus dans le passé, ça n'existe plus, ce qui est, je crois, le signe aussi d'une conception du travail parlementaire, du travail législatif et d'une conception aussi de ce qu'est le débat pluraliste. Et je crois qu'en tout cas, ça, c'est un des signaux, c'est peut-être pas le plus important. Il y a un rapport plus autoritaire à la vie parlementaire de la part de ce pouvoir. Oui, alors ça ne se fait pas forcément sur des formes tout à fait visibles, mais en tout cas, on a des ministres qui parfois nous répondent plus, qui s'en fichent, qui ne répondent pas précisément, comme si ce pouvoir de contrôle qui est celui du député n'existait pas. Le contrôle de l'exécutif. Exactement, c'est la mission de l'Assemblée ça fait nationale. partie Faire la loi et contrôler, ça fait partie des missions. Et ça, par exemple, ça fait partie des choses dont on remarque que ça a assez peu d'importance. Et qu'y compris sur des constructions d'amendements qui peuvent faire consensus, il y a un refus assez catégorique de leur part. Je crois que c'est un signal. Donc ça nous implique à nous d'être encore plus audacieux et encore plus forts à tenir cette fonction en dehors et en dedans. Vous, Cécile Untermaier, vous avez vu les deux bouts, en fait. Vous avez été dans la majorité. Oui, mais j'étais dans la majorité. Mais alors, je ne sais pas comment on se comportait vis-à-vis de l'opposition. Est-ce que vous avez ce recul-là pour voir s'il y a une différence aujourd'hui avec une majorité qui ne prête aucune oreille à l'opposition? Moi, je pense qu'on prêtait davantage l'oreille. Moi, j'ai le souvenir quand même, dans la discussion des textes, de dire c'est un amendement qui est intéressant, il faut quand même par moment encourager.
Voilà, c'était peut-être un peu curieux. C'est pas le sentiment qu'ont eu vos camarades frondeurs. Hein. Non, mais bon, c'est autre chose. Mais là, sinon, on n'en parle plus. Bon. Mais on avait quand même cette volonté, à un moment ou à un autre, que ce soit la droite ou les écologistes. Enfin bon, on arrivait quand même je pense, à certains moments, à trouver, à donner satisfaction, parce qu'il faut quand même donner une respiration. Il faut la faire respirer, cette Assemblée. Et on ne peut pas sans arrêt dire non, non, non. Moi, à mon avis, c'est ça. Et actuellement, c'est quand même beaucoup ça. On nous dit toujours non. Mais on dit non aussi aux parlementaires d'En Marche. Et si vous voulez, les divisions en leur sein. Et on sent, si vous voulez, une Assemblée paralysée. Moi, je ressens une Assemblée paralysée. Et effectivement, on dépose des amendements. Quelquefois, on les réussit. Le verrou de Bercy, vous voyez, on n'est pas si loin. Il y a quelquefois des ponts quand on veut les trouver. Ce verrou de Bercy, on l'avait déposé aussi. Enfin, vous avez 5 ans avant pour enlever le verrou de Bercy. Non, mais on n'y est pas arrivé. Non, mais je sais bien. Mais bon, on ne fera jamais rien si on raisonne comme ça. Et moi, je ne veux pas être idéologique. Ça, c'est pas idéologique. Si, non, cette critique est déplaisante, je vous assure. Non, mais renvoyer toujours aux 5 ans. Vous savez très bien qu'on peut pas, on n'a pas l'entièreté des décisions qui sont prises. Moi, je considère qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de fait pendant le bilan du quinquennat, s'il faut en parler. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord. J'ai beaucoup avalé de couleuvres. Pour autant, il y a des choses que je revendique, que je trouve extrêmement intéressantes et dont on n'en parlera plus et qui intéressent certainement Mediapart, qui sont la déontologie, qui sont les déclarations d'intérêt, qui sont la création de la haute autorité. L'affaire Cahuzac a beaucoup contribué à cela. C'est une de nos fiertés. Et l'affaire Cahuzac y a contribué, comme d'autres affaires contribuent à faire avancer la déontologie et la lutte contre la corruption. C'est ça qui est bien avec la politique. C'est ça qui est bien avec la politique, c'est quand même les mobilisations sociales, quand elles deviennent populaires, finissent même avec un gouvernement qui n'est pas forcément très convaincu au démarrage, par obtenir quelque chose. Notre-Dame-des-Landes, même si ça a été fort long, parce qu'il faut se rendre compte que c'est des décennies de lutte, cette affaire-là, même Emmanuel Macron, qui avait annoncé qu'il était pour, finit par céder, parce qu'à un moment donné, il y a des rapports de force dans la société qui existent et qui obligent même un gouvernement autoritaire, ici ou là, à donner quitus. Oui, je vais quand même continuer en disant qu'effectivement, on est dans un dispositif dur du point de vue parlementaire. Et je pense qu'effectivement, on ne nous donne pas assez de mou, à nous les parlementaires, pour enrichir le texte. Parce qu'au final, ce n'est pas nous qui comptons, c'est le citoyen et la loi qui s'adresse aux citoyens. Et l'enrichissement du texte, il est pour les citoyens. Donc je pense que là, on a un vrai sujet institutionnel extrêmement important. Je vous rejoins sur un point qui me paraît extrêmement important, c'est qu'il n'y a pas que l'Assemblée. Il y a un impensé local du député. Le député, il est aussi dans un terrain de vie. Et ce terrain de vie, il faut qu'il s'en occupe et il faut qu'il fasse de la pédagogie. Et à travers des ateliers législatifs citoyens, j'ai été la première à les faire en 2012, à travers des jurys citoyens, on est arrivé à animer la politique localement, différente de l'Assemblée, mais qui nous a permis de faire de la pédagogie et de redonner du goût à la politique. Et je crois que le député est un être hybride qui arrive à l'Assemblée à faire ce qu'il peut. On ne peut pas faire grand-chose. Ça, je vous le concède, mais qui, en revanche, sur son territoire, prend un peu sa revanche. Moi, c'est comme ça. Sur le rapport avec le territoire. Sur le rapport avec le territoire, parce que c'est vraiment, c'est vraiment un beau sujet sur des parlementaires. Moi, je suis d'accord, cet investissement local et cette préoccupation du développement du territoire, du rapport aux habitants, moi, je partage totalement. Je dis juste que là, le gouvernement prévoit une modification, Emmanuel Macron, qui voudrait en tout cas, qui souhaite doubler la taille des circonscriptions. Doubler la taille des circonscriptions. 300 députés. Oui, 300 députés. 300 donc vous avez 577. Oui, c'est ça, c'est doublé. Non. Et réduire le nombre de députés veut dire doubler la taille, voire augmenter très largement la taille de la circonscription. Et quand on sait que la demande aujourd'hui, elle est de rapprochement entre les citoyennes et les citoyens et leurs représentants, l'idée qu'on aurait des députés qui seraient investis, et représenteraient des circonscriptions impossible, je veux dire, c'est impossible de nouer les liens qu'on peut avoir avec des quartiers, avec des associations, etc., à une certaine échelle. Je trouve que c'est donner encore plus de pouvoir à la technocratie. C'est dramatique. Un des enjeux de ce qui est annoncé cette année. Pardon, allez-y. Non, mais je veux dire, c'est un enjeu majeur.
sur lequel, moi j'ai écrit un livre sur le Parlement du futur, je l'ai déjà écrit sous le précédent quinquennat, je mettais en garde, parce qu'on a fait quand même une chose bien, c'est le député du non-cumul des mandats. Et le député du non-cumul des mandats, finalement, on s'en sert actuellement pour dire « eh ben, on va en mettre moins ». Alors que ce n'était pas du tout ça. Le député du non-cumul, c'était pour dire « on aura un député ». Loin des conflits d'intérêts, parce qu'il ne sera plus le maire ou le président du conseil départemental, et il pourra naviguer sur tout son territoire pour porter une parole juste. C'était ça le non-cumul. Et la révision constitutionnelle qui s'annonce est une révision qui est, à mon sens, extrêmement dangereuse. Là, on se retrouvera sans doute. Moi, j'y suis déjà. Donc c'est à vous de venir vers nous. C'est une des échéances avec l'autre échéance qui est la loi asile, immigration. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour tenir ce bout... Moi, je le dis comme ça, députée militante, je ne sais pas si c'est... comme ça qu'il faut l'intituler, mais en tout cas c'est comme ça que j'essaie de me revendiquer, mais pas simplement de me revendiquer, de le faire en acte. Mais on est d'autant plus confronté à cette question de la proximité, mais pas simplement pour aller serrer des mains, hein, parce que c'est pas que ça, c'est construire, faire vivre des expériences politiques sur un contenu de transformation sociale. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense on essaie en permanence de faire. Et forcément, la demande est d'autant plus grande. Moi, je suis à Gennevilliers, Colombes-Villeneuve, sur des territoires qui avaient voté très massivement à gauche, ou en tout cas à ce qu'on appelait de gauche en 2012. Et la trahison a été telle que la demande explose, cette demande de proximité, de lien, de construction politique sur des contenus. Et je crois qu'il faut l'assumer, en tout cas comme ça aujourd'hui, et c'est ce que j'essaie de faire en tout cas. On avait un dernier thème qu'on voulait voir aborder, qui est une sorte de curiosité. Bon, il y a ce chamboule-tout, ce nouveau pouvoir, avec ses paroles et ses actes. On le voit bien, à la fois il recule sur Notre-Dame-des-Landes qu'il pensait garder, et en même temps hier, il dit aux associations, à l'ensemble de ceux qui se mobilisent en solidarité avec les demandeurs de refuge qui circulaient, il n'y a rien à voir. Et donc on se demande, parce que vous êtes des insiders, vous êtes dedans, c'est quoi cette majorité En Marche ? Comment vous la regardez dans sa composition sociologique, dans son hétérogénéité ? On l'a documenté beaucoup sur Mediapart, la composition sociologique, c'est la France des gens qui vont bien, mais aussi son hétérogénéité. Est-ce qu'il y a des divisions que vous sentez à venir ? Ce Clémentine Autain y faisait allusion, des fractures possibles sur des questions. En plus, y compris dans les itinéraires, je vois qu'une ancienne socialiste, Brigitte Bourguignon, qui est passée à En Marche et qui est la présidente de la commission des affaires sociales. C'est ça. Qui vient de créer un sous-groupe de socialistes En Marche, on pourrait dire. Enfin, d'ex-socialistes. C'est le club des anciens socialistes En Marche. Non, mais il n'y a pas... Moi, j'ai le sentiment alors, comment vous les regardez ? Moi, j'ai le sentiment que ce qui les soude, ce qui les soude globalement, c'est beaucoup le libéralisme économique. Ça, c'est quelque chose, espèce de modernité, de ce libéralisme économique. Il faut libérer les énergies. On a beaucoup ri à l'Assemblée nationale parce qu'on a essayé de parodier... Non, mais des libérés, des livrés. On est quelques-uns à avoir des enfants en bas âge. Donc, libérer, délivrer, là, avec la Reine des Neiges, on a bien parodié parce que les mots revenaient en boucle dans l'Assemblée. Il faut libérer les énergies, libérer, délivrer. Sur le plan économique, voilà, je dirais que c'est une majorité assez soudée. Il me semble que ce qui est en train de se fissurer, c'est qu'il y a un certain nombre de députés qui avaient suivi Macron et qui étaient convaincus que tout libéral qu'il était, ça allait s'accompagner de cette bienveillance. Il était aussi libéral politiquement. Il pensait qu'il voilà, avait, au sens anglo-saxon exactement, du voilà, terme, qu'il serait un libéralisme politique sur la diversité, la bienveillance, l'accueil. Et j'ai été fascinée de voir la question d'une des députées à l'Assemblée, au gouvernement, une députée qui est intervenue pour interpeller le gouvernement en disant quand même que sa politique migratoire que c'était plus possible. Une députée de Seine-Maritime. 3 jours avant, 3 jours je crois, 3 ou 4 jours avant, nous étions en plein débat sur le droit d'asile. Et je me souviens avoir clos ce débat en demandant au ministre, mais monsieur le ministre, puisqu'il parlait d'équilibre, comme ils nous disent, mais équilibre, en réalité, toute la loi vise à diminuer le droit d'asile. C'est-à-dire à faire en sorte qu'au total, il y ait moins de personnes qui aient ce droit d'asile. Ce soir, il y a François Sureau qui explique vous ça en long et en large. C'est la mise en cause du droit d'asile. On sortait de ce débat. Je demande au ministre, dites-moi, puisque vous me dites que c'est l'équilibre, une seule mesure dans cette loi qui fait qu'il y aurait plus de possibilités de droit d'asile. Rien. Et voilà, quelques jours après, ils votent tous. Ils votent tous sauf une. Il y en a une qui n'a pas voté, c'est tout. Tout le monde vote. Et 3 jours après, voilà, une députée En Marche qui débarque à l'Assemblée et qui s'émeut quand même de cette politique migratoire. Et je lui dis, mais on a voté il y a 3 jours.
la loi. Et j'ai l'impression que, voilà, il y a un temps pour comprendre... Vous l'avez interpellé et que Oui, que je vous l'ai a-t-elle interpellé répondu après. Je l'ai interpellé après. Et je pense quand même que sur les questions des libertés et de la démocratie, peut-être qu'il y a des fissures qui peuvent arriver parce qu'ils vont découvrir que ce couple libéralisme économique, contrôle social accru, surveillance des libertés, est un couple qui, depuis Thatcher, fonctionne terriblement bien. Et peut-être certains ne s'en sont pas encore totalement rendus compte. Et c'est pourquoi nous proposons exactement l'inverse. Arrêter avec ce libéralisme économique et au contraire accroître la démocratie et les libertés. On continue le tour. Cécile Untermeyer, votre regard Oui, sur est-ce que c'est cette votre majorité sentiment sur ces sujets-là, plus sociétaux, et qui mettent en cause des valeurs profondes? Moi, je suis moins optimiste que vous. Mon optimisme Non, mais je suis moins je suis moins optimiste que vous. Je pense quand même que c'est un groupe très homogène, tenu quand même, qui doit tout à Macron, qui individuellement, chacun doit sa victoire à Emmanuel Macron. Donc, je pense qu'on aura beaucoup de mal à les faire revenir là-dessus et à trahir la personne à qui ils doivent tout. Et je ne suis pas sûre que même sur ces questions majeures que sont l'asile, l'intégration des gens et l'accueil des gens, on ait beaucoup de résultats. Nous, en tout cas, sur ce point-là, nous sommes extrêmement vigilants, plus que ça. C'est-à-dire que nous considérons, bien évidemment, et nous sommes intervenus en ce sens, nous n'avons pas effectivement les qualités tribuniciennes de mes deux collègues, mais nous sommes intervenus dans des questions au gouvernement pour dénoncer la circulaire Collomb, pour dénoncer l'absence d'intégration des gens qui sont réfugiés et qui n'ont rien, qui n'ont pas de cours de français, sinon 200 heures, ce qui est complètement insuffisant, délivrés par des universités ou des associations qui n'ont aucun moyen. Donc on est, nous, dans un dispositif là où on considère qu'on n'est plus dans les clous. Ça, c'est une évidence, et nous nous préparons, parce que ce projet de loi sera bientôt déposé à l'Assemblée nationale, à travailler ardemment sur cette question, et si ça ne bouge pas, nous ne voterons pas sans doute ce texte. Enfin, je m'avance un peu pour mon groupe, mais pour en avoir parlé avec beaucoup d'entre eux, on est extrêmement vigilant sur l'intégration des réfugiés politiques. Parce qu'une fois qu'on a son titre de séjour, on se doit de donner les moyens à des associations et non pas à leur demander d'aller faire le tri comme ça a été le cas dans la circulaire Collomb. On ne peut pas demander ça. On ne demande pas à un médecin, quand il soigne, d'aller dénoncer que celui qu'il soigne est quelqu'un qui est en situation irrégulière. On ne peut pas demander à une association, des bénévoles qui ont un objet dans le statut de leurs associations, de faire autre chose que ce pourquoi ils ont décidé de se rassembler et de travailler. Donc, sur ce point-là, nous avons une position extrêmement ferme. Ça, Faucillon. Je pressentais qu'à l'arrivée de textes de ce type, il y allait y avoir de la surprise chez certains députés En Marche. Je pense que chez celles et ceux qui faisaient déjà partie d'un personnel politique, que ce soit au Parti socialiste ou qui venaient des Républicains, je pense qu'ils avaient bien compris quel était le programme d'Emmanuel Macron et qu'il y avait une adhésion assez forte sur l'ensemble. Je pense que pour ceux qui n'étaient pas militants avant, qui ont vu l'image de marque Macron avec cette espèce de nouveau monde et qui ont vu leurs yeux briller, je pense que pour certains, ils ne savaient pas qu'aujourd'hui, mener une politique ultralibérale, une politique d'austérité, ça s'accompagnait forcément de politiques de répression et de politiques autoritaires. Il ne faut pas raconter de bêtises, ça n'existe plus aujourd'hui. La violence économique va avec évidemment, ça violence n'existe pas, cette espèce politique. de mythe où il y aurait d'un côté ce libéralisme économique où on libère l'énergie et de l'autre une humanité folle à accueillir. Ça ne marche pas, enfin, ça n'existe pas. Donc évidemment que peut y avoir de la surprise chez certains. Après, ce que je crois, c'est qu'il est regonflé à bloc en permanence, il y a des séminaires, il y a ce genre de trucs. Et j'ai plutôt le sentiment que chez ceux comme celle qu'a évoquée, la députée qu'a évoquée Clémentine, il y aura du découragement plus que de la fronde. C'est ce que, en tout cas, moi, je ressens aujourd'hui. Je ne ressens pas une fronde à En Marche. Mais, non, mais je sais que ce n'est pas ce que tu as dit. Je ressens que ce type de personnes pourrait être plutôt dans le découragement. Et que nous, en tout cas, on va travailler à la fois, bien sûr, à aller chercher ces fissures. Évidemment que s'il y en a, on a à aller les chercher. Mais que aussi notre rôle va être à la fois, bien sûr, d'être député pugnace au moment de
du texte, mais aussi des députés qui travaillons la bataille politique, la bataille idéologique, à commencer par la dénonciation des chiffres, à commencer par la dénonciation de tout ce discours de la peur, et à montrer des solutions à la fois sur les causes, parce que si nous sommes des députés de la transformation sociale, nous sommes donc des députés radicaux, et nous avons besoin de dénoncer les causes qui sont celles aujourd'hui des migrations, et puis à proposer des solutions. Donc pour nous, la bataille, elle commence maintenant sur ce texte asile-immigration, même s'il arrivera que dans quelques semaines. Exactement. Fin février. Et si vous voulez, sur le terrain, il y a des choses qui se passent qui sont intéressantes. Parce que moi, je suis dans une circonscription rurale avec un fort taux de Front National, et j'ai constaté un rejet de l'immigré, un rejet de l'étranger, alors qu'il n'y en a pas. Ils les voient à la télévision, me disent-ils. Mais dernièrement, à 2 reprises, dans des communes rurales, j'ai vu des gens se mobiliser pour accueillir un couple d'Albanais, un couple d'Arméniens. Et une femme qui, politiquement, n'appartient ni à la France insoumise, ni au Parti communiste, et même pas au Parti socialiste. Mais une femme de droite... Oui. Qui s'est battue et qui m'a dit « je ne les laisserai pas repartir ». C'est tout ce que nous documentons, tous les élus qui font le risque de l'hospitalité, les hospitaliers, comme nous aimons dire, à chaque fois, et on voit que l'accueil fonctionne. Ce que nous documentons sur Mediapart, c'est que ce n'est pas une crise des migrants, c'est une crise de l'accueil, et c'est le profond désaccord qui est le nôtre avec cette politique que nous avons exprimée depuis longtemps à Mediapart, mais notamment cet été quand elle a pris forme en défendant le devoir d'hospitalité. Merci à toutes les trois. Merci de vous être prêtés à ce jeu d'auto-examen et avec franchise entre vous. Je vous rappelle que Mediapart et tout ce que nous faisons, le journal, ces 3 éditions par jour, ces enquêtes, ces révélations, et aussi cette télévision où on a du temps, du fond, on s'écoute et il n'y a pas de petites phrases et pas de vaines polémiques. Tout ça n'existe que par votre soutien. Il faut essayer Mediapart, 1 €, ça n'a coûte qu'1 € pour connaître ce journal totalement numérique, totalement participatif et totalement indépendant. Le prochain Mediapart Live en direct de Mediapart aura lieu le 7 février, le mercredi.